qu'on est prêt. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On ne va pas perdre plus de temps. Mon nom est Anthony Lehmann, vous l'avez vu sur l'écran. Je suis responsable de cette formation, ce master en sciences de l'environnement, qu'on va vous présenter avec mes collègues qui se présenteront également. Donc, il s'agit d'un master universitaire en sciences de l'environnement, interdisciplinaire, interfacultaire. Ici, vous avez la photo de la volée actuelle qui vient de commencer avec un stage à la montagne en début de master. Donc, on s'intéresse dans ce programme à aborder les principaux grands enjeux de l'environnement. Alors, pas tous, mais c'est déjà assez ambitieux puisqu'on traite de changement climatique, d'approvisionnement en énergie durable, si possible, de l'érosion de la biodiversité, de la provision en eau en quantité et en qualité, et puis de la transition écologique nécessaire un peu dans tous les domaines, mais particulièrement dans les zones urbaines. Donc ces changements, vous en avez sans doute entendu parler, vous n'êtes pas forcément tous bien au courant de l'importance qu'ils ont par rapport à nos sociétés et aux enjeux que ça suscite dans le fonctionnement de nos sociétés. C'est ce qui nous intéresse ici dans ce master. Donc on sait que les changements climatiques, on en entend beaucoup parler, une grande partie sont dus à l'utilisation de l'énergie qui produit des gaz à effet de serre et donc à une surconsommation d'énergie qui n'est pas prête manifestement de s'arrêter. Donc l'enjeu reste plein et entier et les solutions sont nécessaires. Donc c'est lié en effet avec toute la problématique de l'énergie et dans notre master, on a des équipes spécialisées sur l'efficacité, l'efficience énergétique, l'énergie durable, trouver des solutions, des technologies, mais aussi regarder les politiques, la mise en place de politiques comme la stratégie énergétique 2050 pour économiser l'énergie et donc en lien manifestement avec le climat. Mais pas seulement. L'énergie, on voit, il y a de plus en plus d'enjeux qui sont aussi liés avec la biodiversité. Si on veut l'énergie verte, on peut penser à mettre plus de barrages, mais ça va avoir des impacts sur les rivières, ou maintenant on veut mettre des panneaux solaires, et ça va avoir des impacts sur les milieux naturels où on pense potentiellement les mettre. Et la biodiversité, on parle maintenant d'une 6e extinction massive de la biodiversité, qui est liée essentiellement à toutes nos activités humaines. Donc il y a d'énormes enjeux là derrière, et ce n'est pas juste pour la beauté des yeux de ce magnifique martin pêcheur, mais c'est aussi parce qu'on s'en rend compte de plus en plus, la biodiversité elle nous rend énormément de services. En fait, le bien-être qu'on a au quotidien dépend du maintien de cette biodiversité. Et puis l'eau, l'eau c'est la vie, c'est ce qui nous soutient tous et toutes. Et puis c'est intimement lié à ces autres enjeux du climat, de l'énergie, de la biodiversité également. Et il s'agit de se préoccuper de comment maintenir une quantité et une qualité d'eau suffisante pour nos besoins, mais aussi pour que l'environnement et la nature puissent survivre. Et tout ça est mis aussi en lien avec une grande partie de la consommation que l'on fait, qui a tous ces impacts sur le climat, l'eau, l'énergie, la biodiversité, est fait par en fait, ce que l'on fait dans nos villes, où il y a de plus en plus de gens qui habitent dans les villes. Et donc là, on s'intéresse à qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme stratégie de transition écologique pour changer nos modes de production, de consommation, pour qu'il y ait moins d'impact, in fine, sur ces autres enjeux. Vous connaissez peut-être les limites planétaires qui sont illustrées ici à droite. Sur l'extérieur du cercle, on a le fait qu'on ne veut pas dépasser les limites de 1,5 degré, par exemple, pour le climat, mais il y a lié à l'utilisation de l'eau douce, à la biodiversité, etc. Donc rester dans ce qu'on appelle le plafond environnemental pour pas que la planète dérape, on va dire. Mais il s'agit aussi de rester dans un plancher social pour que les gens aient accès à la nourriture, à de l'eau, à une meilleure santé, à un revenu, à une éducation, etc. Et c'est dans cet espace entre les deux, l'espace sûr et juste pour l'humanité, qu'on essaie de trouver des solutions à la transition écologique. Donc voilà, en fait, la philosophie générale, c'est on a des spécialistes et dans le master, les étudiants seront amenés à se spécialiser sur une ou l'autre de ces thématiques en gardant à l'esprit
qu'il y a des liens forts, comme ici par exemple, entre le climat, la nature et l'humain. On parle de systèmes socio-écologiques, et puis on va peut-être aussi ici au centre essayer le plus possible de trouver des solutions qu'on appelle basées, fondées sur la nature, pour répondre à tous ces enjeux. Donc clairement, on est dans une approche interdisciplinaire large des problèmes de l'environnement. On comprend assez vite que tout ceci est complexe, lié, et qu'on a besoin d'expertise dans plein de domaines pour essayer de comprendre et d'agir de manière un peu plus efficace par rapport à tout ceci. Donc voilà un certain nombre de domaines que l'on étudie. Et puis on va le faire au travers de différentes formes d'apprentissage, des cours bien sûr, des travaux pratiques, des ateliers, séminaires, travaux personnels, stages de terrain, études de cas, et finalement un travail de master, de recherche qui sera idéalement la clé de voûte de tout ça. Donc un dernier petit graphique pour ma part qui illustre un peu cette approche qu'en tout cas on essaie de montrer. Vous êtes sans doute au courant des objectifs du développement durable. Ici j'en ai retenu 6 qui sont les plus liés. Il y a l'eau, l'énergie, la ville, le climat, la biodiversité aquatique et terrestre. Donc c'est des enjeux qu'on essaye de traiter d'ici 2030. Il faudrait arriver à plein d'objectifs de moins en moins atteignables, manifestement. C'est déjà pas évident comme ceci à faire dans un domaine. En plus, il y a les perturbations liées à une croissance démographique, au changement climatique, aux modifications de l'utilisation du sol. Et on doit regarder ça à toutes les échelles, du local au global. Donc c'est éminemment complexe, mais on pense que si on peut trouver des moyens de l'étudier de manière transversale, c'est intéressant. Il y a différentes approches. Vous avez parlé juste du donut tout à l'heure, juste avant, là, pour montrer que tout ceci est lié. Et il y a d'autres approches comme ça, et on va essayer de favoriser la compréhension de ces approches qui vont être co-bénéfiques à ces différents domaines. Donc voilà une petite illustration du type de travaux menés par nos étudiants. Et je passe la parole à Nicolas Cantoreggi, qui détient la fonction pompeuse de secrétaire du comité MUSE, celui qui prend les PV et des activités administratives. Bref, je vous donne un bref aperçu de l'organisation des études. Anthony a souligné la forte dimension interdisciplinaire, et vous la voyez, c'est un axe fort du premier semestre, avec un atelier, on vous a montré l'image, immersif, et qui a pour vocation de commencer à travailler avec un aspect terrain ces différents points de vue. Sur ce premier semestre, on a aussi un axe fort qui se poursuit dans le deuxième semestre, lié à ce qu'on appelle des cours fondamentaux, qui sont plutôt des cours disciplinaires, mais qui ont pour vocation, sans péjorer le qualificatif, de donner à tout le monde un peu le même niveau, puisque les origines de nos étudiants sont très différentes. Donc, parfois, les étudiants peuvent être un peu en décalage parce qu'ils ont déjà des connaissances, d'autres pas du tout dans un domaine donné. Et l'idée, c'est qu'on puisse fournir un background similaire à tout le monde. Et dans ce premier semestre, se prolongeant jusqu'au troisième, on a aussi tous les apprentissages méthodes qualitatives, méthodes quantitatives, qui ont pour vocation de vous outiller avec des méthodes qui seront évidemment mobilisées dans les différents travaux pour le travail de master, et puis qui évidemment seront utiles dans la vie professionnelle. Par exemple, des méthodes d'analyse en laboratoire, ce qu'on peut faire en matière d'apprentissage de la géomatique, etc. À partir du deuxième semestre, les étudiants ensuite choisissent une spécialisation, on va y arriver après. Donc après ce socle commun, et selon les 5 thématiques qui ont été déclinées par Anthony, on va les voir par la suite, plus un certain nombre d'enseignements à choix qui se prolongeront dans le 4e semestre pour finalement, idéalement, consacrer le 4e semestre, même si la réalité est un peu différente en termes de longueur effective d'études. Je crois qu'on est à 5,8. Environ autour de 5 semestres dans les faits, mais c'est quand même un master qui est pensé sur 2 ans. Donc, idéalement, la dernière année devrait être essentiellement consacrée au travail de master. Voilà donc un peu pour l'organisation générale. On ne va pas aller dans les détails ici. Vous pourrez poser des questions si ça vous intéresse. Ici, juste un aperçu des différents sujets de mémoire qu'on a eu à
encadré au fil des ans. Vous voyez, on a une grande diversité de thématiques, plus ou moins pointues dans les différents domaines en question, parfois transversales. Souvent, on a des thématiques à l'interface et c'est ce qu'on essaye de promouvoir, hein, avec des travaux interdisciplinaires. Dans ce cadre, on a aussi un petit incitatif, on a un prix Guillaume Roa qui est attribué chaque année avec 500 francs à la clé et auquel peuvent postuler les meilleurs travaux de master. Et dans les critères pour pouvoir présenter ce dossier, on a ce critère de l'interdisciplinarité qui est un critère important. Donc voilà, juste pour vous donner un aperçu, on va très rapidement vous parler de deux exemples. Un qui concerne en plus le volet transition écologique. On a parlé de ce lien sur l'urbanisation, c'est le domaine dans lequel je suis le plus impliqué. C'était ici un travail de mémoire qui travaillait en particulier l'interface sur les questions de santé, de qualité de vie dans les nouveaux quartiers. On est ici sur un nouveau quartier juste à la sortie de Genève, et l'étudiant s'est interrogé sur comment finalement l'aménagement de ce quartier dans ses différentes dimensions était ou pas de nature à améliorer la qualité de vie. Donc un travail mixte qui a mobilisé des méthodes d'observation, des méthodes d'interview avec les participants et les habitants de ce quartier. Le travail s'est fait pendant la phase d'occupation du quartier pour voir ce qui finalement ces interfaces apporter de positif ou de négatif dans la vie des habitants, hein, pour réfléchir un peu dans la continuité de ce qu'Anthony a indiqué sur comment, dans ces nouveaux espaces urbains, on réfléchit à cette transition écologique. Un nouveau quartier de ce type-là, aujourd'hui, doit être pensé selon un certain nombre de critères. On parle souvent d'éco-quartiers, etc., mais qui doivent aussi, effectivement, s'accompagner de toute une série d'autres réflexions qui ont trait à l'énergie, mais aussi au vivre ensemble, au lien social, etc., etc. Voilà un peu l'esprit d'un travail passablement interdisciplinaire. Je reviens rapidement pour parler d'un autre sujet que j'avais proposé autour d'une demande de la CIPEL, qui est la Commission internationale pour la protection des eaux du Léman, et qui a dans son plan d'action d'ici 2030 un objectif de mettre en place un observatoire du Léman fédéral des acteurs producteurs de données environnementales. Et dans ce cadre-là, on les accompagne pour identifier d'où viennent les données, quels sont les acteurs institutionnels, les bénéficiaires, etc. Et aussi apporter des solutions techniques pour amener toutes ces données qui existent, qui gravitent un peu dans différents domaines, chez différents acteurs aussi, et les rendre visibles et utilisables plus efficacement pour un maximum d'utilisateurs. Donc ici, les 5 spécialisations de notre master qui font un peu miroir avec un peu aussi les thèmes de recherche, hein, donc de l'institution sur l'environnement, donc qui couvrent un peu les thématiques qu'Anthony a déclinées en début de présentation, donc je n'y reviendrai pas, mais voilà, vous voyez ici les grands thèmes qui sont ceux qui sont abordés par l'enseignement et également en grande partie par la recherche. Et qui chacun, évidemment, mobilise derrière des sous-disciplines ou des savoirs disciplinaires qui sont différents. Hein, je ne vais pas tout commenter, mais évidemment, si on discute énergie, ben, il y a la question, tout ce qui a trait à la physique de l'énergie, mais il y a des questions d'économie de l'énergie, il y a des questions de comportement face à la consommation énergétique, il y a des questions qui ont trait à la sociologie. Quand on parle d'impact climatique, évidemment, il y a toujours la donne liée à la climatologie, mais on parle d'enjeux naturels, il y a toute la problématique de la gouvernance internationale du climat, et ainsi de suite. Donc, vous voyez bien que les disciplines qui sont mobilisées renvoient vraiment à une lecture transversale des problématiques, et c'est un peu ça l'esprit donc des spécialisations. Donc, vous ne perdez pas nécessairement le fil. Il n'est pas inhabituel, par ailleurs, qu'on retrouve des étudiants qui sont dans une spécialisation, mais qui, au final, ils font un travail de master, pas dans une autre spécialisation, mais avec une focale un peu différente, avec un autre enseignant qui n'est pas nécessairement dans la spécialisation. C'est un peu l'esprit de la formation. Ok. Alors, à mon tour, donc je suis Nicolette Français, la conseillère académique en charge de ce master. Donc moi, je vais vous parler un petit peu des conditions d'admission et du dossier de candidature. Donc c'est un master spécialisé, donc c'est pas ni un consécutif ni un non consécutif. Ça veut dire que c'est vraiment sur dossier, qu'il y a une compétition. Donc cette année, à titre d'exemple, on a reçu 280 dossiers pour au final 65 étudiants sur place.
Mais pour avoir les 65 étudiants, il y a un certain nombre de no-show, donc on a pris 100 personnes. Mais quand même, ça fait une sélection quand même conséquente. Donc, les personnes, comme l'ont dit mes deux collègues, les candidats peuvent venir de différentes facultés, disciplines. Donc, si on accepte des gens qui viennent des sciences économiques, des sciences sociales, des domaines de la santé et puis de l'économie. Et on accepte aussi les personnes qui viendraient de disciplines en lien des HESSO. Par exemple, en Suisse, EPIA, Changin, enfin, gestion nature, changement, ouais. Voilà. Et en fait, si vous voulez candidater mais n'êtes pas titulaire d'un bachelor en lien avec une de ces disciplines, vous pouvez le faire, mais on risque de vous demander des cours requis. Mais quand même, je veux dire, quelqu'un qui viendrait de lettres, c'est possible, mais ça va être difficile. Ça veut dire que quand même, dans son bachelor en lettres, il aura fallu qu'il ait quand même des cours en lien avec l'environnement, le développement durable. Puis du coup, là, il faut vraiment venir discuter avec moi et puis se préparer. Parce qu'il y a aussi la possibilité de prendre des cours en tant qu'auditeur au semestre de printemps qui vient. Enfin, il y a des manières de faire, mais là, je vous conseille vraiment, s'il y a des personnes dans ce cas-là, de prendre rendez-vous avec moi pour en discuter. Après, ben voilà, 60 étudiants pour 275 candidatures. Donc l'immatriculation se fait quand vous irez sur le site des admissions sur l'Institut des sciences de l'environnement. Et les dossiers de candidature, je vous conseille fortement d'aller voir en fait là le lien qui est indiqué pour voir les critères de sélection. Donc quand on reçoit 275 dossiers, il faut qu'on les choisisse, c'est pas toujours évident. Donc on est en fait un comité qui est composé de 12 personnes qui va un peu regarder tous ces dossiers. Donc dans les critères de sélection, il va y avoir la moyenne que vous aurez eue au bachelor ou au master, si vous avez déjà fait un master, donc ça compte. Donc si jamais vous êtes en cours d'études, donnez-vous de la peine pour le semestre qui vient. Ensuite, il y a la lettre de motivation. Donc le comité de sélection attache une grande importance à la motivation. En fait, il faut qu'on comprenne que ce n'est pas par défaut que vous voulez faire le MUSE, mais que vous avez une motivation derrière, un projet. Alors, ça peut, voilà, c'est bien de l'expliciter dans la lettre de motivation. Pas juste dire, ah oui, je m'intéresse à l'environnement, j'aimerais une formation interdisciplinaire. Bien sûr que ça ne suffit pas. Donc, l'interdisciplinarité, c'est aussi un point important qui doit normalement ressortir de votre motivation. Si vous voulez faire étudier la météorologie, voilà, ce n'est pas là que vous allez l'étudier. Oui, vous allez l'étudier, mais entre autres, ce n'est pas ce qui est le plus important dans notre master en fait. Et en fait, dernier point, c'est les expériences intra- et extra-cursus en lien avec l'environnement. Ça veut dire que si vous êtes dans un bachelor, je prends géographie, où il y a un cours sur la nature, l'environnement, il faut le mettre en avant. Si vous êtes dans un bachelor en biologie, il faut aussi mettre en avant les cours que vous aurez eus, pas seulement sur la biologie moléculaire, mais plus sur l'écologie, par exemple. Et si vous avez des projets personnels pendant vos bachelors, c'est aussi important de le mettre, même si c'est quand vous allez candidater, vous ne l'avez pas terminé, vous l'avez pas encore. Vous aurez probablement une idée de ce que ça va être. Ça, c'est pour les intracursus. Donc, mettre vraiment tout ce que vous pensez être en lien avec l'environnement dans votre lettre de motivation, que ça ressorte. Puis après, c'est toutes les expériences extracursus. Donc, ça peut être les stages, mais ça peut être aussi faire partie d'une association zéro déchet, les potagers de l'université. Enfin, il y a plein de choses comme ça. De montrer voilà, que vous avez aussi un intérêt extra-universitaire dans l'environnement. Et puis c'est à peu près tout. Après, il y a une association, en fait, le MELIS, qui est très active. Donc vous pouvez aussi les contacter pour leur demander conseil. Donc vous trouverez tout ça sur le site. Je passe, là ils n'y sont pas, mais vous trouverez tout ça sur le site du MUSE. Alors un point important aussi, donc là il n'y a pas tout qui est indiqué, je veux juste vous parler de la mobilité, parce que dans certaines facultés à l'Université de Genève, vous pouvez partir un semestre. Au MUSE, vous pouvez partir 2 semestres, donc au troisième et quatrième semestre. Donc on a chaque année environ 10-12 personnes qui partent dans le monde, en Europe et en Suisse. On a pas mal de personnes qui vont à Zurich, pas si loin que ça, à l'ETH, notamment ceux qui s'intéressent à tout ce qui est conservation de la forêt, parce qu'on n'a pas forcément, nous, des cours dans ce domaine-là. Donc voilà, après on a des destinations plus exotiques. Donc là aussi, c'est un plus, si vous avez envie de faire de la mobilité, c'est encouragé chez nous. Ensuite, les stages. Donc ça, c'est une question assez importante maintenant, surtout à Genève. Donc à Genève, en fait, pour être engagé comme stagiaire, à part si c'est un stage d'observation que vous pouvez faire avant de débuter le master,
en fait, un stage pendant vos études, il doit être lié à des crédits. Donc nous, on a la chance de pouvoir vous proposer un stage environnement qui vaut 6 crédits. Donc ça veut dire que les employeurs du canton de Genève le savent et ils vont favoriser, en fait, s'ils ont des offres de stage en lien avec l'environnement, ils vont nous contacter. C'est ce qu'on a de plus en plus. Et vous avez la possibilité de valider 6 crédits de cours à choix dans le cadre de ces stages. Donc, c'est des stages conventionnés, donc avec une personne de l'Institut des sciences de l'environnement qui vous suit aussi, l'entreprise qui vous engage bien évidemment aussi. Et puis, ça c'est vraiment, je pense, par rapport à d'autres formations, un plus. Vous pourriez aussi faire un stage en lien avec votre mémoire, mais ça c'est moins fréquent, on va dire. Mais vraiment les stages, je pense qu'après aussi pour l'ouverture vers le monde professionnel, c'est important. Les emplois, donc là c'est une enquête qui date, comme lire les chiffres, 84% des gens ont trouvé un emploi, dont 75% en contrat à durée indéterminée. Donc en général, c'est dans les filières de spécialisation. Et puis voilà, on va parler de la géomatique, 50% ont effectué une formation ultérieure. Donc on propose en même temps que le MUSE, pour les étudiants en 2e année ou qui terminent, un certificat complémentaire en géomatique de 30 crédits. Et ça, c'est vraiment la géomatique. Bon, Tony, après, je ne sais pas si tu veux préciser, mais un outil qui est vraiment maintenant demandé par tous les bureaux, que ce soit en environnement, en aménagement, en urbanisme. C'est vraiment quelque chose qui est important. Donc, dans le MUSE, vous avez la possibilité de suivre un cours de géomatique dans le volet méthode. Mais après, si ça... Voilà, puis toi, tu as un cours spéciécologie dans le domaine de l'écologie qui est justement écologie et géomatique. Ouais, voilà, pardon. Oui, peut-être que pas tout le monde sait. Ouais. Donc voilà, ça c'est aussi un plus, donc ce qui explique pourquoi on a mis géomatique ici, parce que c'est un outil qui peut favoriser aussi les recherches d'emploi. Et après là, vous trouvez toutes les administrations, office, etc., qui recherchent des gens qui ont un diplôme comme le MUSE. Donc là aussi, je vous conseille de contacter le MELISE, l'association, parce que là, ça date un petit peu. Bon, ça reste d'actualité, mais pour qu'ils vous en disent plus aussi sur comment ils trouvent un travail, ce qu'ils font. Après, quand vous faites le MUSE, vous êtes vraiment... vous êtes interdisciplinaire, donc vous avez plein d'atouts. Vous n'êtes pas spécialisé, à part si vous prenez une spécialisation et que vous prenez tous vos cours à choix et votre sujet de master dans cette spécialisation, vous êtes un peu plus spécialisé. Mais sinon, vous êtes très ouvert, donc c'est aussi une chance, je pense. Après, pour certains, ça peut être difficile d'avoir un master qui est assez ouvert, en fait, de se dire, ben voilà, vous allez avoir des choix à faire, pas mal de choix. Mais bon, on est aussi là pour vous encadrer. On essaie de favoriser un profil en T, avec une spécialisation quand même profonde dans un domaine, mais une connaissance large, transversale dans d'autres domaines, avec aussi des outils qui ouvrent, et c'est généralement apprécié par les employeurs, c'est le retour que l'on a, de ne pas avoir des gens qui sont trop spécialisés, tâches, mais qui auront la capacité de faire différentes choses, de comprendre les choses de manière un peu large. Voilà, donc là vous avez toutes les adresses importantes, le site, l'association des étudiants dont j'ai parlé avant, et puis on est aussi présent sur les réseaux sociaux. Sur Facebook. LinkedIn, ouais. Voilà. Donc si vous avez des questions, profitez, on a encore un petit moment. Oui. Alors, je répète la question parce que c'est enregistré. Donc la question est, est-ce que le mémoire peut être fait en français et ou en anglais? Le mémoire peut être fait en français ou en anglais. Ça va dépendre du professeur, de l'encadrant, en fait. Mais beaucoup de mémoires se font en anglais, en fait. Oui. Dans le même ordre d'idée, il y a des cours en français et en anglais. Oui. Donc le niveau, du coup, on peut parler du niveau de langue, c'est B1 en français, B1 en anglais. Donc on vous demande ça quand vous candidatez. Donc si vous avez fait une matu en Suisse ou un bac en France, vous avez en principe le niveau d'anglais requis. Oui. Alors ça va dépendre, donc quelles sont les possibilités de faire des travaux pratiques? Donc ça va dépendre des spécialisations. Donc il y a certaines spécialisations comme transition écologique, énergie, ils ne vont pas trop en avoir. Par contre, en biodiversité, je ne sais pas si tu veux en parler, il va y en avoir. Il y aura aussi des travaux de labo, notamment en écotoxicologie, dans les sciences de l'eau. Et puis il y a des camps de terrain qui sont organisés. Donc il y a un camp de terrain qui est organisé pour tout le monde, qui se passe aux 4e semaine du master à la montagne, où là, il y a déjà des travaux pratiques à faire. Puis après, au fil des études, il y a plusieurs camps de terrain, mais je ne sais pas si tu veux peut-être juste préciser. Toute
une variété qui a été un peu illustrée de ce que travaux vous en avez vu. laboratoire, Voilà. sur le terrain, de recherche bibliographique, de choses. Oui. Et de géomatique. Ouais. Oui. Alors, est-ce qu'il est possible de faire un stage de 6 mois avec le mémoire de master, c'est ça? Oui. Alors, normalement, les sujets de mémoire, c'est très rare qu'il y ait des stages qui soient proposés en même temps. Mais vous, si vous trouvez un stage et que votre employeur est d'accord que vous utilisiez les données du stage pour votre mémoire, il n'y a pas de problème. Donc, en fait, vous pouvez faire un stage environnement 6 crédits comme cours à choix et refaire un autre stage en lien avec le mémoire. Non, en principe, vous en faites qu'un. Votre mémoire sera... Ce sera sous la forme d'un stage, mais ça restera un mémoire avec une forme académique. Donc, on vous rend attentif au fait que c'est souvent un des points critiques, c'est entre les exigences, ce qu'on vous demande au stage de fournir comme prestation professionnelle et ce que vous devez faire derrière comme travail académique. Ça ne matche pas toujours. Ça ne colle pas toujours. On vous demande de faire un certain travail au niveau de stage, de fournir un certain nombre de prestations, et puis derrière, vous avez une réflexion académique à avoir. Donc, un rapport basique de stage, ce n'est pas un travail de mémoire. Non. Donc, ce n'est pas impossible, on ne vous dissuade pas de faire ça, mais il faut être conscient de la difficulté que cela peut constituer. Donc, le fait de faire un stage comme cours à choix pour 6 crédits, c'est quand même plus simple, on va dire. Moins d'enjeux derrière, quoi. Ouais. Oui, aussi. Et puis, ce qu'ils vous demandent. Moi, je serais un peu plus positif. On a quand même beaucoup de mémoires qui sont dirigées par des gens à l'extérieur des profs de l'Institut. Donc, si vous trouvez une entreprise ou voilà, une organisation qui est prête à vous prendre en stage et qui a quelqu'un dans cette entreprise qui va vous fournir tout ce qu'il faut en lien avec un prof de l'Institut pour que votre stage se transforme en mémoire. Et qui vous laisse du temps pour le faire, c'est voilà, aussi bon. Quoi. Un arrangement à avoir avec... On a beaucoup de nos mémoires qui sont faits avec des gens à l'extérieur. Des mandats, en fait, des projets locaux. Des projets ou d'autres. Ouais. Oui. Okay, alors la question est combien d'étudiants par spécialisation, sachant que quand on a les cours de base, on est les 60 étudiants. Après, dans les fondamentaux et méthodes, comme ce sont des cours à choix restreints, vous allez déjà descendre à 30, entre 25 et 40, je dirais. Puis après, les spécialisations, ça dépend, c'est entre 8 et 20, grosso modo. Ça dépend des années. Ça dépend des années et puis des spécialisations. On n'a pas de limite dans les choix de spécialisation. Si une année, on a tous les étudiants qui vont dans la même, on ne peut pas interdire ce type de choix. Non, on ne sera pas très content. On ne sera pas très content. Ouais. Ok. Oui. 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 Alors les gens qui travaillent sont acceptés. Donc c'est une question, est-ce que les gens qui travaillent sont acceptés? La réponse est oui. Donc en fait, vous avez la possibilité de faire une demande d'études à temps partiel. La durée normale du master, donc c'est entre 2 et 3 ans. Et si vous faites une demande d'études à temps partiel, c'est entre 3 et 4 ans. Après, il y a certaines contraintes, notamment au premier semestre, vous devez être quand même présent pour le gros bloc interdisciplinarité immersion, donc qui a lieu pendant les 8 premières semaines. Donc là, il y a des semaines de terrain où c'est obligatoire. Donc ça, c'est aussi à prendre contact avec moi pour qu'on voit comment arranger. Mais c'est tout à fait possible. Après, ça va dépendre aussi du pourcentage auquel vous travaillez et de la souplesse que vous avez dans vos horaires. Ouais. Donc, les cours ex cathedra, c'est assistance, voilà, c'est la liberté académique. Après, les ateliers, c'est obligatoire. On ne devrait pas le dire, depuis le Covid, la plupart de nos cours sont enregistrés. Donc, même si vous ne pouvez pas assister à vous pouvez les suivre à distance. On préfère avoir parlé à des gens que à un ordinateur. Mais par contre, les ateliers et puis les cours de méthode, par exemple, c'est quand même conseillé d'être là. Les cours méthode, c'est en salle informatique, souvent, avec... voilà, c'est quand même, je pense, plus dur de le faire tout seul dans son coin. Puis c'est clair que les ateliers de terrain, là, il faut être présent. Oui. Alors, pour les diplômes étrangers, en fait, ce n'est pas nous qui gérons ça.
ça va être le service des admissions. Donc, vous avez une liste, en fait, des institutions reconnues par l'Université de Genève, enfin, des critères, plutôt. Donc, faut regarder là. Après, moi, si vous m'écrivez, je peux vérifier si votre université ou institution est reconnue, parce qu'on a une base de données. Donc, vous m'envoyez un mail. Ouais. Oui. Oui. Les spécialisations. Alors, est-ce que les mobilités sont ouvertes à tous les étudiants du MUSE? Oui. Après, comme vous partez au 3e et 4e semestre, si vous partez au 3e, il faudra bien vérifier que les cours obligatoires de votre spécialisation, il y a des cours équivalents, sans qu'ils soient à l'identique, mais des cours équivalents dans l'université d'accueil. Après, pour les cours à choix, il y a plus de liberté dans ce que vous allez choisir. Mais oui, oui, bien sûr. Il n'y a pas de restriction en fonction des spécialisations. D'autres questions? Oui. Profitez. Donc là, vous parlez des offres de stage ou bien? Oui. Non, c'est à vous de trouver. Après, en géomatique, c'est un peu différent parce que ça fait longtemps que ça existe, le certificat en géomatique. Donc, on reçoit régulièrement des offres de stage pour la géomatique. Mais pour le MUSE, on en reçoit quelques-unes, donc on les diffuse. Et puis après, il y aura aussi à disposition, je pense quand vous commencerez, une étudiante a fait tout un travail sur où étaient allés les étudiants du MUSE en stage. Donc, on aura aussi cette liste à disposition des étudiants pour vous aider à candidater, à chercher un stage. Voilà. Il faut peut-être aussi dire là, bon, ce soir on est 3, mais il y a à peu près une centaine d'enseignants. Oui, il y a beaucoup de personnes. Voilà. Donc chacun, on a des contacts. Oui, c'est ça. Genevois, Suisse, étrangers, dans les organisations internationales, etc. Donc après, ça va être plutôt aussi de relations. Avec, les enseignants que vous rencontrez qui ont plus d'atomes crochus de vos intérêts pour essayer de vous aider à trouver des stages. Oui. J'ai une question sur ce qui concerne les certificats de géométrique. Oui. Ça marche ça, c'est le même, parce que je viens de la présentation de géométrie, donc je voulais savoir comment ça marche. Donc, est-ce que pendant la présentation de géographie, vous ont parlé du certificat en géomatique? Oui. Ok. Donc, c'est le même. Donc, en fait, le principe, c'est de le faire soit à l'intersemestre, ça commence en janvier, en fait, aux 2e année, soit de le faire à la fin des études. Après, on a aussi des personnes qui décident de faire une année de césure après le bachelor, puis qui font le certificat de géomatique avant de candidater au MUSE ou à un autre master. C'est tout à fait possible. Après, vous avez une possibilité de valider 6 crédits entre le master en géo ou bien le master MUSE et le certificat de géomatique. Puis après, il y a des sujets de master qui peuvent être liés. Donc, Anthony, toi, tu en proposes d'ailleurs, je pense, où vous avez votre mémoire MUSE qui a une composante géomatique, et la composante géomatique, vous allez la travailler dans le cadre de votre mémoire du certificat. Voilà. OK? C'est un certificat complémentaire en géomatique qui ne s'offre pas que aux étudiants de géographie. Non, c'est ouvert. Les étudiants de l'Uni, master, doctorant et même d'autres universités. Oui, d'autres universités, oui. Ouais. Mais en priorité aux étudiants de l'Uni quand même. Et là, on a chaque année 50 d'étudiants quand même. C'est quand même 30 crédits le certificat, donc c'est l'équivalent d'un semestre. C'est pour ça, comme on a vu, il y a pratiquement la moitié des étudiants MUSE qui font aussi le certificat, ce qui explique aussi le fait qu'ils ne finissent pas en 2 ans, mais plutôt en 2 ans et demi. C'est la moitié font le certificat aussi. Donc. Après, il y a d'autres certificats aussi. Oui, il y a d'autres certificats. Statistiques, citoyenneté. C'est toujours intéressant de faire des certificats en plus si vous êtes motivé. Oui. Comment est-ce que vous voyez l'étude des débouchés à terme, notamment pour l'aspect climatique, parce que c'est vrai que les politiques actuelles, c'est un peu compliqué. Ouais. Donc, je voulais avoir votre... Alors là, moi, je ne peux pas vous répondre. Peut-être qu'un de mes collègues vous répond. Après, de nouveau, les étudiants motivés qui ont une bonne formation, en principe, ils trouvent. Après, vous ne trouverez peut-être pas exactement ce que vous voulez dans le domaine du climat. Puis là, je pense aussi que c'est... du coup, vous avez discuté avec Aswan, qui était là. Je pense que c'est bien de discuter aussi avec les étudiants du MELIS qui sont aussi en lien avec les diplômés. Donc, une fois que vous êtes dans le MUSE, en fait, vous avez accès au LinkedIn
de notre institut. Et là, vous voyez tout ce que sont devenues les personnes, en fait. Donc, vous voyez si... Là, il y a des gens qui travaillent à l'OMM. Bon, c'est pas le bon moment pour aller travailler à l'OMM non plus, maintenant. Donc, voilà. Je sais pas si... Ouais, moi, je voudrais juste dire que c'est bien une question d'engagement, en fait. Ouais, on c'est voit ça. que... Avant le Covid, il y avait un petit espoir, il y avait le mouvement des jeunes pour le climat, on s'est dit, ah enfin, la société bouge, etc. Tout d'un coup, on a changé de monde en quelques années, et là, on est plutôt en train d'aller à l'envers par rapport à tous les enjeux dont on a parlé. Mais je pense que ce n'est pas du tout une raison pour pas s'en Non, on a préoccuper. besoin de vous, quoi. Au contraire, Ouais, je pense que c'est le moment de ouais. se réveiller, puis d'y aller, et Ouais. puis plus il y aura de jeunes qui s'engageront là-dedans, et plus il y aura d'espoir qu'on arrive à faire. Et on a besoin de gens qui comprennent l'environnement dans tous les domaines, Ouais, c'est ça. dans toutes les sociétés, dans la finance, dans la gouvernance, je pense partout on a besoin de gens qui sont au courant de ces enjeux et qui sont capables de réfléchir avec. Et dans les politiques aussi. Et il ne faut pas négliger cet aspect-là. Il y a quand même un niveau relativement constant de commandes publiques, j'entends. Ce n'est pas parce qu'on est dans des creux que le secteur public en particulier n'a pas des besoins vis-à-vis de l'expertise qui peut être fournie soit en interne parce que vous êtes engagé ou quand le périmètre se restreint parce que les budgets sont coupés, mais qui sollicite de l'expertise externe au niveau des bureaux d'études et tout ça, etc. Et ça, évidemment, ce n'est pas totalement décorrélé des tendances internationales, mais quand même, il y a quand même toujours un socle d'expertise qui est sollicité parce que les politiques se poursuivent quand même, quels que soient les trends internationaux, en tout cas dans le cas de la Suisse, mais aussi ailleurs. Voilà, on a répondu à toutes les questions. Puis voilà. Si jamais vous avez nos contacts, Voilà, n'hésitez et là, il y a pas. les On sera ravis fiches. de vous répondre, peut-être de vous accueillir bientôt. Donc là, il y a, peut-être vous les avez déjà, il y a les fiches du master. Et puis, voilà, si vous avez des questions, effectivement, vous pouvez nous contacter. Il y a mon email, vous pouvez prendre rendez-vous. Si vous avez des questions sur le dossier de candidature, il n'y a pas de problème. On vous remercie pour votre attention et bonne soirée. Merci beaucoup. Merci.